fond, la vie du quartier, c'était une vie bien tranquille. C'est tous des gens qui travaillaient, la majorité chez la compagnie presse Brodeur, là. On s'occupait d'aller au travail le matin à 7 heures, puis on finissait à 6 heures le soir, puis ça allait du lundi au samedi. Ça fait qu'on avait le dimanche pour aller à la messe. Quand c'était allé à la messe, c'était bien à la mode. Et fait que, on pensait pas à autre chose que ça. C'était de gagner notre vie. On payait pas cher, fait qu'on n'avait pas beaucoup à dépenser. Que vous voyez à ma droite, tous les bâtiments que vous voyez à ma droite n'existaient pas dans ce temps-là. En arrière de nous, c'était le moulin à scie presse. La compagnie presse, pour les jeunes qui n'ont pas entendu parler de ça, et les étrangers de la ville, c'était une compagnie qui s'occupait du bois de sciage. Ils allaient chercher le bois dans un pays à Ardère. En Ardère, là, il était gravé sur la rivière Rimouski, que vous voyez tout près de nous, jusqu'au moulin. De là, il était scié. Et toute la grande étendue de terrain que vous voyez à ma droite aussi, allait jusqu'à l'autre bord de la rue de l'Art. C'était la cour à bois qu'on appelle la compagnie presse. Il y avait des millions de pieds de bois, de cachés dans cette cour-là. Et la journée du feu, en 1950, le vent soufflait à une vitesse moyenne de 70 à 80 000 à l'heure. Alors là, il y a un fil de haute tension qui a cassé, qui a tombé sur les planches, et c'est de là que le feu a pris, avec la force du vent. Les planches allaient se ramasser de l'autre bord de la rivière aussi, que vous voyez là. Nazareth vivait avec la compagnie presse. Ouais. C'était tous des employés de la compagnie presse. On était après souper. Il était à peu près vers 5h30. On a vu un va-et-vient dans la rue d'église qui n'était pas régulier. Alors, je lui ai dit, il se passe quelque chose. Alors, je suis sorti, puis je me suis informé, puis on dit, le feu est pris dans la cour de la compagnie presse. Alors, j'ai couru sur la côte, où est-ce que la rue Saint-François aujourd'hui, là. Puis là, la cour de bois de la compagnie était toute en feu. Puis avec le vent qu'il faisait, là, hein, c'était beau à voir. Là, je suis revenu chez nous, puis là, j'ai pris mon camion. J'ai dit à ma femme, de la manière que c'est parti là, ça va se rendre très loin. Dans les années 50, il y avait 4 policiers pompiers permanents. Nous étions 2 par chef de 8 heures pour travailler. Et les autres pompiers, c'était des employés du garage municipal, des employés de la voirie, qui venaient nous porter main forte lorsqu'il y avait des feux. On avait dans ce temps-là 2 véhicules pompes en 1950. On avait le camion que vous voyez ici tout près de moi, avec un autre camion Dodge qu'on appelait, puis une échelle aérienne. Quand j'ai été appelé, moi, j'ai demeuré dans la rue Saint-Joseph, au 2e étage de la maison. J'ai sorti sur le perron pour voir le feu ici. J'ai dit à ma femme, je dis, je sais quand est-ce que je m'en vais, mais j'ai dit, attends-moi pas. Attends-moi pas tout de suite, parce que j'ai dit, tu vas être longtemps parti.
Le métier consistait d'abord, premièrement, à faire la levée des boîtes aux litres. En passant devant la compagnie presse, il y avait 2 boîtes à litres. J'ai élevé les boîtes à litres parce que les presses, vers 5 heures, quand les bureaux fermaient, ils déposaient leur courrier, puis on ramassait ça, puis on allait porter ça au bureau de poste. Alors, j'ai élevé les 2 boîtes à lettres et j'ai descendu le courrier au bureau de poste. En remontant, je suis repassé par la rue Rouleau. Il y avait déjà des maisons qui commençaient à brûler. Sur la rue Sainte-Marie, la même chose. Alors, je suis revenu par la rue Tessier pour prendre le pont. La résidence des Tessiers, le manoir, qui appelait dans ce temps-là, commençait à brûler. Quand j'ai traversé sur le pont, le feu commençait déjà à prendre sur le palier du pont, parce que c'était des planches de bois recouvertes d'asphalte. Alors, les flammes avaient tombé là, puis le feu commençait. Je suis à peu près un des derniers qui a pu passer sur le pont. Les maisons de l'autre bord commençaient déjà à boucaner. Ça fait qu'on a dit qu'il faudrait traverser l'autre bord avant que le pont brûle. Puis en se tournant, on a vu que le pont était en feu. Alors là, immédiatement, on a ramassé notre bagage pour s'en aller de l'autre côté. Puis on va traverser en temps parce que le dernier camion, là, les baudriers cassaient en arrière du camion en passant. On n'avait pas eu le temps de tout ramasser nos boyaux. On s'est traversé en chaloupe, là, tout près du pont de Fer, l'autre côté, pour aller commencer à arroser de l'autre côté. Le premier feu que j'ai fait, c'était le théâtre Bousquois. Après ça, c'était en 1950 ici. Là. Ça a été un vrai baptême. Ouais. Un vrai baptême de feu. C'est le 6 de mai, un samedi. Dans ce temps-là, travailler chez les prêtres, travailler toute la journée le samedi. On finissait à 6 heures. Ben oui, on était premiers sur le bord de la rivière, hein. Ça fait que ça a commencé ici. Je faisais chez les prêtres, il était à peu près 7 heures, je pense. Quand je suis revenu de là, Émile Vézina a dit le feu est plus chez vous, mais il pensait que c'était chez nous, mais c'est de l'heure de char. Pour moi, c'est moi qui ai travaillé le dernier sur le pont, parce que le pont est le vieux pont, c'était en bois. Puis le feu était pris. Je me demande comment j'ai fait pour traverser là. Il y avait 3 maisons sur le bord. Celle-là, Albert Mormon, là. Ici, chez Mme Dextrose, puis chez nous. Puis au coin de la rue, là, à brûler aussi. Fait qu'il est resté seulement avec les deux plus belles maisons, là. Ouais. Et puis les pompiers arrosaient, puis à un moment donné, les pompiers tout partis. Puis il est resté tellement que la pompe. Puis la pompe, c'est moi qui en étais le maître. Mais à un moment donné, ils ont venu chercher la pompe, puis là, j'ai resté le bec à l'eau. Mais ils ont dit, on va vous donner le troc-citerne qui arrose les rues, là. Ça fait que là, ça faisait notre affaire là. On l'emplissait, puis après ça, ben, on courait les feux chez Albert Mormon, chez nous, puis en arrière, où c'est qu'il y a du feu. C'est de même qu'on a réussi à sauver les maisons. Quand ça a pris dans le petit garage à fusillette, c'est tombé dessus. On l'a étendu, là, si ça brûlait ce bord-là, le vent était nord, là, on y passait. Et après ça, le général Fizette était reconnaissant. Ah oui. C'est là que le général m'a donné un chèque, puis il me décorant pareil. Puis il m'a donné un coffre d'outils, puis c'était en plomb. Des restants de manufacture. Rendu de l'autre côté, il va encore pareil. On s'installait, puis demain, quand on était fini, le feu nous entourait, alors on déménageait. On n'était pas capable de travailler pour dire avec aplomb, parce que le vent était trop fort. Le feu se transportait d'une rue à l'autre.
Moi, à l'heure où le feu a débuté, j'étais à mon travail sur la rue de la Cathédrale. Face justement à l'hôtel de ville, là, il y avait un 15 cents qui appartenait à M. Barbe, je travaillais là. Puis je dirais que une demi-heure peut-être après que le feu a débuté, M. Beaulieu du magasin Beaulieu ici, là, est passé puis il m'a donné comme message, il dit « Tu devrais t'en aller chez toi parce que vous êtes à la veille de passer au feu ». Puis nous, on a fermé le magasin peut-être vers 7 heures et puis je me suis envenue ici. Puis déjà, à l'entour, il y avait le feu déjà à plusieurs endroits, là, dans des maisons d'alentour. J'étais finissant en philo 2. Je me rappelle que nous avions eu un concours d'histoire de la philosophie dans l'après-midi. Et puis, quand on est sorti, il faisait très chaud. Et il ventait beaucoup. Et j'ai marché quelque peu avec mon confrère dans la cour du séminaire. Ensuite, je suis descendu chez moi, et qui était absolument à l'endroit où nous sommes. Mais on ne pensait pas encore à ce moment-là que ça aurait cette ampleur. Moi, je me rappelle, chez nous, ma mère faisait à souper, puis on mettre à table, mais tout à coup, l'électricité a manqué, et petit à petit, le feu a commencé à se générer. Alors, on en a un petit peu une idée, ça commençait au pont. Il y a 3 maisons qui sont restées sauves dans ce coin-là. La maison des Dubé, l'ancienne maison du général Fuget, et vous avez la maison de Louis Desrosiers, qui était la maison du juge Caron. La maison des Casgrain a brûlé, les sœurs de Marie-Conception ont brûlé, et de là, ça atteint tout le quartier ici, la rue Lavoie, la rue Rouleau, la rue Saint-Louis, les rues transversales comme Sainte-Thérèse, Sainte-Marie, Sainte-Anne, c'est allé presque jusqu'à la rue des Neiges. Alors c'est tout cet immense quartier qui a brûlé. Mon père ne voulait pas voir sa maison brûler. Il est parti avec sa voiture en mettant des vêtements, des livres de contes, de la porcelaine que ma mère avait peinte, puisque maman était décédée. Et il a quitté, il a regardé un peu l'hôpital brûlé, mais il pleurait. Et donc, moi, je suis resté et j'ai vu vraiment la maison brûler. La maison a levé comme un... C'était une jolie maison en clabord blanc. Et mon père venait juste d'emplir d'huile pour la fournaise. Alors, la maison a brûlé très rapidement. On aurait pu, si nous avions eu un moyen de transport, là, peut-être qu'on aurait eu le temps, nous, de sortir quelque chose. Mais comme on n'avait pas, on se disait, ben, ça ne sert à rien de sortir et mettre ça dans le chemin pour que ça brûle. Puis j'ai un frère qui était camionneur. À un moment donné, il est venu avec un camion. À ce moment-là, mon beau-frère avait ce piano-là, puis il l'avait sorti du côté de la rue Lavoie. Mais comme je vous dis, déjà le feu était tellement fort qu'ils n'ont pas pu embarquer le piano dans le camion. Ils l'ont attaché, puis ils l'ont fait suivre presque au bout de la rue, avant de pouvoir l'embarquer dans le camion. Ben, on a essayé d'arroser, mais ça n'a pas été long. Comme tout le monde se servait de l'eau, hein, pour essayer de protéger leur maison, évidemment que on est obligé de dire bien très tôt qu'il fallait laisser nos maisons et s'en aller. Je dirais, nous, que vers 8 heures, moi, je suis allée en haut de la maison, puis déjà, les vitres éclataient. C'est parce qu'on avait des foyers d'incendie qui étaient très près, là. La maison d'en avant brûlait, celle d'à côté. Alors, à ce moment-là, ça nous obligeait à laisser. Toute mon enfance, il y a eu une pharmacie ici. À la fin, c'était le docteur Boudreau qui avait acheté cette pharmacie-là, à nouveau, et qui vivait dans cette maison. Ça s'est brûlé presque en même temps que chez moi, et il y a eu un immense feu, parce que faut pas oublier qu'il s'était rempli de produits pharmaceutiques, donc de produits chimiques, et ça a presque levé aussi. Ça, par exemple, ça m'a bien marqué, parce que dans le chemin, là, c'était une épaisseur, peut-être ça nous paraissait comme 6 pouces, mais c'était disons, du feu qui roulait dans le chemin. On marchait là-dedans. C'était un feu roulant, là, hein, continuel, là. Mais quand on était rendu à l'école technique, comme tel, on s'est assis là peut-être en pensant que bientôt on devrait encore déménager. Beaucoup de gens se sont en allés là parce qu'on était plusieurs. C'était silencieux, c'était calme. Les gens étaient trop pris par surprise, je pense. Même s'il y avait des jeunes, on avait des jeunes enfants là, qui étaient là avec nous. Là.
je sais pas, s'il y avait comme un sentiment là, qui nous tenait, tu sais, qui nous tenait. Le 6 mai 1950, j'étais infirmière étudiante et cette journée-là, vous savez, il faisait un temps formidable. On était en service de nuit, alors dans l'après-midi, on avait pris du soleil, il y avait une belle brise dans le temps. Puis par la suite, nous sommes rentrés, après souper, là, on est entrés en la salle d'études. Puis on sentait, il y avait des bouffées déjà qui nous arrivaient de fumée. Les religieuses ont dit, bien, on va couper les tubes, puis on va prendre le service. Les gens de l'extérieur voyaient mieux que nous, parce qu'on a une maison à l'épreuve du feu. Ça ne brûlera pas, non, mais quand même. Les gens qui nous arrivaient comme ça, forcément, ça s'est fait, ça n'a pas dit, ben là, on évacue. Alors, les gens venaient, puis en dernier, on prenait les gens, puis on les sortait. Il y avait des corbières, il y avait... Et de l'hôpital, par la suite, on nous a redemandé pour retransporter les patients les plus urgents, c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas se mouvoir. Donc, ils sont partis de l'école d'agriculture autrefois, qui est aujourd'hui la maison des prêtres, qu'on appelle le Monseigneur Lionel Roy, la rue Saint-Jean-Baptiste, en hôpital comme ça temporaire. Et là, on transportait les malades de l'hôpital vers cet endroit-là. Et tout de suite, je dois ajouter que les ascenseurs ne fonctionnaient pas d'ailleurs à l'hôpital. Il fallait les faire à tour de bras. Il y a des images qui me reviennent justement, là, c'est que l'électricité, on a fermé l'ascenseur en bloqué. Pour les premiers, ça a bien été. Les autres ont fallu descendre à bras. On avait des bras d'hommes. Puis, il y avait des brancards aussi. Mais déjà, le ciel était rouge. Hein? À travers les fenêtres? Oui, à travers les fenêtres, mais quand on descendait, la file dans les escaliers, c'était nos lampes de poche. Pour une fois, on a dit que ça vaut la peine d'avoir ces lampes-là. Puis ça faisait vraiment spécial de voir ces lumières, ces hommes, les angles. Là, on ne suffisait plus sûr qu'il fallait organiser des transports, comme chez Émile Saint-Pierre, par exemple, entre autres. Eh bien, eux, là, il y avait des transports qu'on appelait des vannes. Alors, on a dû prendre des camions et des moyens de fortune pour prendre ces malades-là, pour les transporter soit à l'école d'agriculture ou à Montjoly. J'étais sortie pour aller conduire quelqu'un, et ce que je vois, une dame habillée en blanc, une malade, qui sortait, puis je voyais les étincelles s'en venir sur elle, puis il ventait, hein, vous savez qu'il ventait. Les cheveux ondulés, ça flottait. Je voyais les étincelles, je croyais qu'elle avait la tête en feu, mais elle avait les cheveux roux, d'un roux, puis ça se confondait avec le temps qu'il faisait. Puis j'ai pris ma cape parce qu'il commençait déjà à faire froid, là, hein. Il a commencé à faire froid, ça n'a pas été pas tellement long. J'ai pris ma cape pour aller, lui, l'éteindre. Je me suis aperçu qu'elle avait les cheveux roux. L'hospice était situé où est l'Institut Monseigneur Courchain. C'était près de où le musée, c'était l'école où enseignaient les Sœurs de la Charité, et elles avaient l'hospice et l'orphelinat. Alors nous nous sommes rendus là, et vous savez, il y avait à ce moment-là un immense tuyau qui partait du dernier étage et qui descendait en bas, qui était censé être pour évacuer les malades en cas de feu, en cas de... Mais on s'en est presque pas servi parce qu'il faisait trop chaud. Alors, c'était une espèce de tuyau en métal, alors c'est lui extrêmement chaud. Il y a une chose qu'il fallait faire très attention, il y avait plus de lumière, vous savez. Alors ça, c'était un problème. Cependant, c'était bien organisé. Il y avait les religieuses qui étaient là, il y avait les infirmiers, il y avait les aides. Alors, tout s'est déroulé assez paisiblement. D'ailleurs, parce que ça a brûlé tard aussi. Alors, ils avaient eu le temps de voir venir les choses et d'évacuer avant que ce soit trop tard, avant qu'il y ait eu beaucoup de feu. Alors, à minuit, le vent a changé de bord un petit peu. Ça a pris dans l'étable de la compagnie presse. Ça a brûlé tout de ce côté-là aussi. C'est pour ça que vers minuit, quand les gens ont vu que les gens de Nazareth avaient peur que ça monte la côte, puis que ça... Mais le vent a changé de bord, puis ça a pris plutôt le bord de la ville encore.
On s'est rendu sur la côte, là, où est-ce que la rue Saint-François aujourd'hui. Il n'y avait aucune maison de bâtie dans ce temps-là. Là. Puis là, il y avait des centaines de personnes. Ça venait du Bic, ça venait de partout pour en aimer quand ils ont su que le feu était pris. La seule réelle chose qu'on pouvait faire, c'était de regarder, puis on disait, ah, c'est passé la rue Lavoie. Ah, c'est passé la rue Rouleau. Ah, le feu est rendu à rue Saint-Louis. Là, on disait, l'hôpital brûle, le séminaire brûle, l'Institut Monseigneur Prochain, ça brûlait, puis ça a été de même jusqu'au matin. À quoi on pense? On invoque la providence. J'ai commencé à travailler ici, il y avait 5 pompiers volontaires. Puis à un moment donné, j'ai tombé seul. Le feu nous cernait tout partout, tout bas, tout côté. Je n'étais pas capable d'évacuer les lieux parce que les rues étaient embarrassées de poteaux de téléphone, puis de transformeurs, tout ce que vous voudrez. Parce qu'il n'y avait pas seulement qu'une maison qui brûlait à la fois. Il y avait des rues complètes qui étaient toutes en feu. Alors, ça développait beaucoup de chaleur. La preuve est qu'il y avait tellement cette chaleur que la coque sur la cathédrale a penché par rapport à la chaleur. Alors, comme il y a un réservoir de 25 gallons de gaz en arrière sur le camion, à la chaleur qu'il faisait, il fallait absolument que le camion soit arrosé pour empêcher l'explosion. Parce que je ne voulais pas que mon camion brûle, parce qu'on en avait besoin. Il y avait un véhicule sur lequel il y avait des haut-parleurs. Puis j'entendais les haut-parleurs qui m'appelaient « Joe, où es-tu? Joe, où es-tu? » Puis comment j'aurais voulu répondre? Les autres ne m'entendaient pas du tout. Avec tout le bruit de vacarme que le feu faisait, le grondement du feu, tout ça. Alors, j'ai attendu, quoi. J'ai tapé, comme on dit en bon français. C'était un moment qui était long. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça pas mal long. Trouver les mots pour dire réellement, là, le temps que j'étais ici, il m'a passé bien des choses par la tête. Ah, que voulez-vous? C'est l'ouvrage d'un pompier. Pendant que j'attendais ici, je savais que mes compagnons étaient à travailler ailleurs. J'étais pas capable d'aller de pointer main forte. Je voyais brûler l'hôpital. Puis je m'en cache pas, les larmes sont aux yeux. En passant par Sainte-Marie ici, je vois M. le curé Camille Michaud, qui était curé de la cathédrale ici, qui lançait une invitation à tous ceux qui voudraient former la chaîne humaine. Alors, il y avait un ancien poulailler, si vous voulez, en arrière du grand hangar du presbytère de la cathédrale. Alors, on s'est allé les voir là, et puis on a vu un demi-tonneau de bois suspendu, où était suspendu un robinet et que l'eau coulait goutte à goutte. Vous pensez bien, tout le monde arrosait dans la ville, et puis, alors, il n'y avait aucune pression dans les tuyaux. Il ne fallait pas penser de prendre des boyaux pour arroser. Alors, c'était impossible. Alors, ce qu'on a fait,
c'est que là, on est entré dans le hangar, on a vu des sacs de jute ou des poches mouillées, si vous voulez, des poches de grains plutôt. Alors, on a imbibé ces poches de grains-là dans le demi-tonneau de bois pour que ça puisse avoir l'humidité assez forte. Et puis, on faisait la chaîne humaine. Il y avait une chaîne humaine, là, une dizaine de personnes. On se donnait chacun le sac mouillé qui se rendait jusque sur la toiture de l'église cathédrale. Et puis, les plus audacieux, naturellement, étaient sur le toit. Pour nous donner du cœur au ventre, M. le curé Camille Michaud nous disait, vous savez, cette cathédrale-là, on n'aura plus jamais le moyen de la rebâtir. Ça va coûter des millions. Mais aussi, il y a un avantage parce que ça sert de rempart pour protéger toute l'est de Rimouski. Parce que si la cathédrale brûle, c'est tout le feu, c'est toute la ville qui est en feu. Là, on nous a dit, allez à la cathédrale, le feu est pris dans le clocher. Fait qu'il y avait un pompier nommé Michaud qui est descendu avec l'échelle aérienne. Il a installé l'échelle. J'ai descendu le trouver, puis il a remonté, lui, dans le clocher avec un extincteur. Le feu était pris sur les grosses pièces de bois qui supportent les cloches. Il y a de la graisse sur le bord, sur le dessus des pièces de bois, où les essieux des cloches tournent. Et le feu était pris là-dedans. Pour éteindre ça, ça n'a pas été long. Du côté est, les propriétaires nous avaient devancé pas mal. Ils étaient montés sur les couvertures avec des petits boyaux, puis ça arrosait du mieux qu'ils pouvaient. En tenant ça humide un peu, ben, c'était moins pire un peu. Mais il n'y a pas eu de feu du côté est de la cathédrale. S'il n'y avait pas eu la cathédrale comme mur, arrête de déboucher le feu la nuit. Mais là, la cathédrale était sur ce sens-là, le vent venait de l'ouest, ça fait que ça a arrêté là. Sans ça, ça a été fait arrêter de déboucher parce que à l'est de la cathédrale, ben, toutes les maisons, c'était comme ici, c'était tout groupé proche à proche, des vieilles maisons. Personne n'a été blessé, personne de mort, personne de perdu. Tout le monde s'est regroupé. Ça allait rester chez la parenté, ça allait rester à l'extérieur, n'importe quoi. Alors, on va être chancé de ce bord-là. Le lendemain matin, le trottoir de ciment, il était tout brûlé. Il était tout en sable. Hein, puis, je sais pas comment je pouvais faire. On n'avait pas de thermomètre, mais il devait faire 80, 85, peut-être bien 90, je peux pas le dire. Il faisait chaud, mais sur le matin, il disait à ce frère, tu avais oublié de choisir d'eau, là. Il m'a dit, de geler bon en bas. Il n'y a jamais une fenêtre d'air chaud, pas l'idée de l'allumer, il nous a pas l'idée dans la tête. C'est le lendemain, un de mes chums qui est venu, puis il dit, fais-toi-nous pas ta fournaise. Pas l'idée de l'allumer. J'avais du bois dans la cave, tout. Mes enfants étaient rendus à Saint-Yves. J'ai eu de mes descendre là. C'est que je pensais aux autres. Je pensais pas de l'eau pour l'aise. Le même matin, on restait comme un abattis. Vous savez, de repasser, s'il y a eu des abattis, il restait bien des chicots. Là. Mais les chicots, ici, c'était un cheminée qui restait. On voyait ça s'éclairer jusqu'à la cathédrale. Le lendemain du feu, je me rappelle, le 7 mai, j'ai pris une marche avec des amis. D'ailleurs, il faisait un froid de loup. Autant il avait fait chaud le 6, le 7, il faisait pas. Ou le 7 ou le 8, là, il faisait un froid de loup et c'était très triste. Ici, il restait que des chicots.
il y avait des arbres immenses, c'était comme des chicots. Et puis, il restait que quelques affaires dans la cave, dont le support du piano. Et je me rappelle un très beau bol à punch, et qui était tout fondu avec ses verres. La chaleur avait été intense. Des amis, pendant que je n'étais pas ici, dont Gilles Villot, qui était mon confrère de classe, et Raymond-Marie Goulette, et quelques autres, sont rentrés dans la maison. On défoncé les portes. Et j'avais une bonne bibliothèque pour un étudiant et une assez belle discothèque. Alors, ils sont entrés, ils ont pris ça, sont allés déposer cela sur la berge du fleuve. Et puis, le lendemain, j'en ai trouvé dans la grande salle au séminaire. Ils avaient été les chercher, ils avaient été les redéposer là. Moi, je suis venue voir parce qu'il y avait des choses auxquelles je tenais. Puis, tu sais, on se dit toujours, ben, si on peut... Même, c'est sûr que même si on avait retrouvé, ça aurait pu avoir la même valeur. Je m'étais acheté un super beau set de vaisselle. Là. Quand on fait notre trousseau, hein, c'est des choses. Et puis, il a brûlé, bien sûr, tout bien empaqueté. Le lendemain, quand je suis venue, je vois mon beau set de vaisselle. Hein. Évidemment, le papier était tout brûlé, puis tout ça. Mais quand j'ai touché à ça, hein, tout était fait en poussière. Mais c'était resté comme intact. J'ai commencé à additionner les pertes parce que je les connaissais par cœur. Rendu 1 million, j'ai abandonné. J'ai dit, on verra ça demain matin. La ville de Rimouski, le lendemain matin, ressemblait à une ville bombardée. Vous aviez à peu près 300 cheminées debout et c'est tout ce qui restait. Alors, vous aviez des gens qui étaient dans les débris des résidences, là, qui cherchaient les souvenirs, qui cherchaient de la coutellerie, puis ils étaient passablement découragés. Même quelques-uns m'ont approché pour me dire qu'ils avaient appris dans le cours de la nuit que là, c'était une conflagration, que les compagnies d'assurance n'étaient pas obligées de payer. Puis ils disaient, c'est la fin de Rimouski, notre moulin est brûlé, on n'a plus de gagne-pain. C'était passablement décourageant de les entendre. Alors, je suis retourné à mon bureau dans l'après-midi, vers 1h30, et j'ai communiqué avec M. Briand, l'honorable Briand. Je lui ai expliqué la situation. Alors, je lui ai demandé s'il était possible d'avoir une ligne téléphonique, parce que toutes les lignes étaient toutes perturbées avec le feu. Alors, j'ai pu obtenir 1 heure, une ligne personnelle pour communiquer avec les assureurs, leur demander de venir le plus tôt possible à Rimouski. Il est resté 11 maisons dans tout l'arrondissement où il y a eu le feu. Une sur la rue Sainte-Thérèse. Et puis il y a eu aussi quelques maisons dans la rue Sainte-Marie. Puis au coin Sainte-Marie et Rouleau, une autre maison aussi. Il y avait une dame qui avait la foi à transporter les montagnes, puisqu'elle a mis un crucifix après sa maison, et puis c'était la maison de chez M. Palace, je peux le nommer. Et puis, vraiment, là, ils ont été épargnés. Ce qui ne veut pas dire peut-être que les autres n'avaient pas la foi non plus, mais quand même, c'était une belle preuve. Ça venait de partout. Et du monde, il n'y en avait que ça. Il faisait un froid sibérien d'ailleurs, c'est complètement. Il avait neigé légèrement. Et ceux qui devaient quitter ou ceux qui avaient quitté, ils devaient passer soit par le système de transport n'était pas encore organisé sur la voie ferrée. Il fallait passer par Cabanon. Ah, monsieur, c'était la procession. Ça venait d'abord par les routes de l'arrière-pays. Qui est venu le lendemain, beaucoup de journalistes sont venus de Toronto, de Montréal, un peu partout. Les gens cherchaient leurs malades, et à quel endroit. Alors, on avait beau leur expliquer que c'était à l'école d'agriculture, mais alors je vais aller vous reconduire. J'ai été reconduire ces gens-là avec ma voiture. Et puis, au sortir de l'école,
Et eh bien, il y a une religieuse qui s'en venait avec une boîte en carton, puis qui était sur Sainte-Félixine, de l'hôpital ici, qui me disait, monsieur, me donne la boîte, allez porter, rendez-vous ce service, d'aller porter ces vêtements-là pour mon frère qui est brûlé, ses enfants, s'ils sont Rimouski-Est, là, au bord, dans un chalet temporaire. Vous me rendriez un grand service, certainement. Alors, comme je prends la boîte, je vois un déclic qui est une photo qui se prend dans les arbustes, mais je m'en méfie pas. Quelques jours après, une semaine après, c'était le représentant de Toronto Star ou Toronto Sun, quelque chose du temps. Alors j'étais en grande photo comme voleur de bière, parce qu'il y avait été de la bière qui avait été piquée. Alors la caisse qui avait du linge, c'était une caisse de bière. Ah oui, l'entrepôt de M. Charles Commerce, la brasserie d'or, de la Corse, là. Alors les gens, ils allaient se servir dans la bière. Et le lendemain après-midi, j'ai vu un type qui traversait sur le pont de fer. Il y avait une balayeuse électrique d'une main, puis il y avait une caisse de bière de l'autre. À un moment donné, il a vu venir le train, puis il y avait juste un endroit, là, mais il ne pouvait pas se placer parce qu'il y en avait déjà d'autres personnes qui étaient dans l'encadrement. Alors, quand il a vu ça, il a acheté la balayeuse, puis il a gardé la caisse de bière. Les gens ont le réflexe suivant, donc si c'est pas moi qui le prends, ça va être un autre. Il y avait des gens honnêtes qui ont bien travaillé, ils ont allé porter du ménage dans le cimetière, ils ont allé porter du ménage à Rimouski-Est, même le ménage de mon père, moi, il était rendu sur le quai à Rimouski-Est. Mais d'autres ont profité, ils chargeaient le camion, puis ça allait à l'extérieur de la ville vendre ça. Il y a des camions qui ont été arrêtés sur la traverse de Québec, chargés de frigidaires, puis de télévision, tout ce que, pas de télévision, de radio, tout ce que vous voudrez. Il fallait que le service de la malle continue pareil, qu'on est bien, puis que c'est... Alors, je suis descendu à pied par le pont du chemin de fer, puis je me suis rendu au bureau de poste. Puis le bureau de poste, c'était pas le bureau de poste actuel, c'était l'ancien ou ce que l'édifice fédéral, voisin de l'hôtel de ville. Puis en entrant dans le bureau de poste, comme on est bien, ça sentait la fumée, puis le bureau de poste était rempli de fumée. Alors là, c'est toute une nouvelle organisation qu'il a fallu faire pour tant que ça... Parce qu'il fallait qu'on vienne livrer la poste dans Nazareth pour Sacré-Cœur. Il fallait traverser le pont. Les autorités de la ville ont communiqué avec les employés, avec les autorités du CNR et on a organisé le trafic sur des flat-cars. On est mis jusqu'à 10 flat-cars. Voilà, on conduit un voyage, puis on revenait avec un autre, on repartait encore. C'était le temps de décharger puis recharger les chars. On dormait quand on chargeait nos flat-cars. On s'appuyait sur le char, puis on disait au gars, au propriétaire, mais quand même, votre bout, réveille-moi. Fait qu'on dormait ça aller-retour comme ça. Moi, je suis partie le lendemain avec le docteur Saucier. On a dû se rendre à Québec. Comment se rendre à Québec quand il n'y a pas de pont? Il a fallu passer sur le pont de fer. C'est quelque chose. Ça, je m'en souviens. Parce que c'est un flat-car, hein, puis il plaçait les automobiles pour traverser. Puis nos malades, quand même, avaient eu un tranquillisant. Ça a assez bien été, le voyage, pour ça. Mais c'était encore quelque chose. C'est là qu'on a vu qu'on était coupé de tout. Vous savez, ma fille la plus vieille, moi, qui enseigne à l'école Saint-Jean, elle venait au monde le 13 de mai. Puis il n'y avait pas de téléphone à Nazareth. Puis quand que les malaises ont commencé, il a fallu que je traverse le pont pour aller avertir le docteur, puis le docteur, sa maison avait brûlé, alors il a fallu que je m'adresse à un autre docteur, le docteur Forbes. Puis le docteur Forbes a traversé à pied avec une garde malade, puis ils sont venus faire l'accouchement à la maison. Alors, c'est l'armée qui est venue construire un pont Bélé dans la semaine suivante.
ça n'a pas été long, parce que dans l'armée, ils connaissent ça, construire un pont BD, ça n'a pas été long, alors ils ont pu traverser la rivière. Lundi matin, après le feu, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, dès le lundi matin, j'ai eu un appel téléphonique du juge Amédée Caron, qui était président de la Croix-Rouge, la section de Rimouski. Puis il m'a dit, je suis en train d'organiser le comité pour parer au ce qui est le plus pressant. Je vais vous présenter l'expert de la Croix-Rouge qui est arrivé de Montréal dès ce matin pour nous aider à nous organiser et tout ça. Ça fait que j'ai dit, si vous voulez venir à mon bureau, je pensais que c'était pour une journée ou deux. Alors, ils ont accepté. Puis c'est là que ça a commencé. Bien, il fallait établir des communications. Moi, j'avais seulement qu'une ligne téléphonique au bureau. Ça fait que ça a été le premier travail. On a téléphoné à M. Briand, qui était président des Québec Téléphone dans le temps. Alors, il dit, je vais vous aider, je vais vous donner toutes les lignes téléphoniques que vous avez besoin. Puis la deuxième chose, ça a été établir un comité pour les cantines, pour nourrir les gens qui ne savaient pas où aller. Ça fait qu'on a formé un comité. Sur les entrefaites, M. Maurice Tessier est arrivé, il a demandé si je pouvais nous aider, tout ça. On lui a dit, bien, il y a le comité de la cantine qu'on a fait d'organiser. Si tu veux en prendre la direction, ça nous dépannerait beaucoup. Il a dit oui. Il nous a demandé que parce qu'il voulait faire ça. Mais on a dit, c'est toi le chef du comité, débrouille-toi. Il a installé la cantine dans la salle, dans le brillage, comme on dit, de l'armée, de l'ancien camp 55, justement ici, là, où vous me photographiez. Et puis ensuite de ça, les vêtements ont commencé à arriver. Là, on a formé un comité avec c'est M. Paul-Émile Gagnon, l'ancien maire, qui est venu s'offrir. Le comité de vêtements était organisé dans l'école de commerce. Dans le temps, c'était l'école de commerce. Aujourd'hui, c'est le cégep. Les gens se rendaient là, puis quand il y en avait une partie de classée, là, ils ouvraient les portes, puis là, les gens se précipitaient pour rentrer, puis chercher qu'est-ce qu'il leur fallait, puis tout ça. Il est arrivé des vêtements d'Angleterre, puis de la quincaillerie, puis tout ça, des affaires, des magnifiques choses, tout du neuf, toute beauté, ces choses. On a eu aussi des poêles à gaz. Plusieurs poêles à gaz. Ça, c'est un peu inutile. Oui, mais il ne faut pas en rire, parce que les gens qui nous envoyaient ça de partout, ils ne savaient pas qu'on n'avait pas de gaz ici. Les gens avaient tout perdu, mais il y avait une certaine confiance dans les gens. C'est là qu'on a vu que tous les secours que ces gens ont eu, vous savez, ça a été extraordinaire. Ils ont eu des secours de tous les coins du pays, des États-Unis, de l'Angleterre. Puis qu'est-ce que l'Angleterre a envoyé, c'était tout du neuf. C'est toute la marchandise neuve, des coutelleries, des ustensiles de cuisine, du linge, des couvertures de laine, ainsi de suite. Puis il y a eu beaucoup de sympathie de la grandeur du pays. Beaucoup d'aide, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas grand-chose dans la maison, puis un cours bâti, puis installé. Il y avait une grosse différence avec avant le feu. C'est ça. Puis, les journaux ont rapporté ça en Europe, un peu partout. Moi, j'ai reçu de la visite des assureurs de Londres. J'en ai reçu de la France. J'en ai reçu même de l'Amérique du Sud, qui sont venus voir les dégâts, surtout à l'hôpital. Vous savez, d'abord, des vrais bâtisses et des produits de feu, il n'y en a pas. C'est des bâtisses à combustion lente. C'est pas des vrais bâtisses et des produits de feu. Là, vous avez vu l'hôpital de Rimouski, qui était conçu complètement en béton armé, avec des planchers de 6 pouces d'épaisseur, en béton armé, puis ils ont fondu comme du papier. C'est les journaux, on a su là, que dans les journaux européens, ceci avait été mentionné. Et vous savez qu'à la même époque, c'est assez extraordinaire, dans la même région, le lendemain ou sur le lendemain, brûlait Cabano. Ouais. Alors, c'était deux points dans une même région où les gens perdaient leur résidence, perdaient tous leurs effets, et c'était ressenti d'une façon assez catastrophique.
Vous savez, le feu avait originé d'abord dans la cour de la compagnie presse par un poteau de la compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent dans le temps, avant l'Hydro-Québec, qui était pourri à la base. Alors, M. Briand m'a appelé un avant-midi dans le courant du mois d'août pour me dire qu'il avait reçu la veille un téléphone de l'honorable Duplessis disant que probablement qu'il y aurait une poursuite contre la compagnie de pouvoir. Puis la poursuite totale serait d'environ de 10 à 12 millions. Alors, M. Briand m'a dit, il dit, si j'ai une poursuite contre la compagnie de pouvoir, c'est certainement, avec la preuve qu'ils ont, ça va être la faillite de la compagnie de pouvoir. Alors, ça veut dire que c'est la faillite pas mal de la ville de Rimouski, ça. Alors, moi, je suis allé à Montréal. J'ai rencontré les principaux assureurs, comme le groupe Commerce. Et par la suite, ils ont fait une réunion, puis j'avais expliqué la situation, que s'ils faisaient ça, ben, c'était la ruine de la ville, puis que la propagande, ça ne serait pas très bonne pour les assureurs, après avoir fait. Ils avaient payé pratiquement toutes les réclamations dans l'espace de 3 semaines. Hein. Mais les rumeurs couraient partout que les assurances ne paieraient pas. Mais ils ont payé dans l'espace de 2-3 jours. J'ai eu ça des règlements, un gars qui est venu éviter. Il avait tout brûlé, puis il y avait un agent d'assurance, justement, qui était là, sur le comptoir. J'étais à côté de lui, c'était Henri Martin. Il a demandé son nom et son adresse. Il dit, t'as tout perdu? Il dit, oui. Ben, il dit, j'ai pas besoin d'aller vérifier, je sais par où tu restais, t'as tout perdu. Il dit, tu vas avoir ton chèque demain ou après-demain. Tout de même, les compagnies d'assurance se sont réunies, puis ont décidé qu'il ne fera aucune poursuite contre la compagnie de pouvoir. Et lorsque j'ai reçu la lettre, je l'ai remis à M. Briand, il était très content. Puis, les compagnies d'assurance, par la suite, étaient bien contents de ne pas avoir fait de poursuite parce que dans l'espace d'une année, toutes leurs pertes étaient comblées. Ça a été une publicité. Partout, on a décidé de s'assurer. D'Halifax à Vancouver et partout dans le monde entier. Les assurances, d'abord, c'était très peu. Les gens n'étaient pas assurés comme aujourd'hui, je dirais, même pas, mais je veux dire, je dirais que c'était une bagatelle. Si on s'était fié, par exemple, au montant qu'on avait par assurance pour reconstruire une maison, on n'aurait jamais pu. Quoique, il y avait des prêts qui se faisaient. Et ça aussi, de ce côté-là, ça a été très apprécié parce que les pourcentages n'étaient pas élevés. Puis c'est ça qui a vraiment donné le coup de pouce. Il y a eu beaucoup de va-et-vient entre les gouvernements pour construire ça, hein. Fédéral, provincial, les députés, puis les premiers ministres avaient venu faire un tour voir ça. Dans l'été, là, tout de suite, après que ça a été décidé, là, ils sont mis à construire. Puis là, il y avait bien du mauvais bois. Du vert, ça bois, tu sais, le bois sec, il n'avait pas. Ça fait que du bois vert, puis ah ouais. Puis... Je sais pas ce que ça a fait. Ça a fait des maisons, tout. Bien, ça a été difficile parce que même il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés ouvriers à ce moment-là, hein, parce que tous les ouvriers qui étaient vraiment qualifiés pour, là, étaient employés. Alors, moi, je sais que mes parents ont travaillé beaucoup pour... mon père et ma mère ont travaillé beaucoup pour travailler à l'intérieur, de poser comme le J-Proc, puis des choses de même. Et ils ont travaillé à ça. Mais il faut dire que quand tout le monde se construit en même temps, il faut s'arracher les matériaux. Et la possibilité de communiquer, il ne va pas de la camionnage, c'était le train, il faut attendre que les trains nous apportent la marchandise. Et il en est venu, mais avec le temps. Mais bien entendu que ça, il s'agissait de faire travailler nos manèges. Chacun n'est pas revenu là, au même rythme. Nous, on est revenus ici en octobre, à la fin d'octobre. Par contre, il y en a qui sont arrivés plus tard. Et peu de gens sont arrivés, je pense, sont revenus avant ça. On avait un petit verger ici à côté, là. Puis c'est qu'après cet incendie-là, puis après qu'on était rendu dans cette maison-ci, là, il nous semblait qu'on était nus. Ça s'est reconstruit vite. Et donc, moins beau. Plus pauvre, un peu plus carré. Et ça faisait drôle, parce que vous habitiez un quartier avec des maisons neuves, mais pas un arbre. Je pense que la rue Saint-Germain, c'était, comme la ville autrefois, beaucoup plus jolie que maintenant. Et je dois vous dire, on vivait absolument ici. La rue était plus étroite, notre maison était sise à l'avant du terrain. Et à l'arrière, c'était notre terrain avec de belles pelouses, de beaux arbres, du muguet. Et c'était des quais qui nous séparaient du fleuve. Parce qu'après le feu, on a réélargi la rue Saint-Germain et on nous a donné du terrain par la mer et on a construit le boulevard.
pense que la vieille partie qu'on appelait, c'était beau, avec les arbres, ça fait différent. Hein? Mais ça revient, là. Mais là, c'est plus ville. Autrefois, c'était un peu, c'était plus, je dirais, campagne. Du côté de l'esthétique de la ville, c'est drôle de le dire, mais ça a été un mal pour un bien. Vous prenez la partie ouest de la ville aujourd'hui, c'est amélioré. On a eu le boulevard, après ça, qui a été fait. On a eu les rues qui ont été élargies, le comité d'urbanisme qui a été formé. Alors tout ça, ça a aidé à l'amélioration de la ville. Ce qu'on regrette beaucoup, des beaux arbres, surtout la rue Saint-Germain ici, là, on marchait dans des avenues, un peu comme la rue de l'Évêché, vous avez vu ça, comment est-ce que c'est que les arbres sont beaux. Hein? Bien, là-bas aussi, mais il y avait des arbres rares aussi. Ça s'en vient tranquillement, mais c'est long, la croissance des arbres. Ce qui nous faisait de la peine, c'était nos belles vieilles maisons qu'on avait avant, là, puis que c'était toutes disparu, parce qu'il y avait des belles vieilles résidences.